Salut à tous. Déjà, merci à vous d'être là. Levez la main, ceux qui sont là juste pour la clim. Toi là-bas. Ok. Bon, ça va, il n'y en a pas trop. Déjà, je vais remercier Sonytech et Zenica de me permettre d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Nicolas Lepage, je suis consultant chez Zenica à Nantes. Qui fait du Go dans la salle? Levez la main. Ok, pas beaucoup, c'est pas grave. Je vous présente Dr Gopher. Il est un peu bizarre, mais bon, il est plutôt doué dans son domaine. Et aujourd'hui, il a décidé de s'intéresser à l'anatomie du scheduler Golang. Vous et moi, on va être un peu ses internes, ses stagiaires, quoi. Et voilà. Donc, Dr Gopher et le scheduler, c'est une vieille histoire, ça remonte un peu. Il y a longtemps, il est parti dans un voyage initiatique, un peu à la recherche du fonctionnement du runtime Go, et il a fini par découvrir le scheduler. C'est ce qu'on voit sur cette vieille photo là. Et aujourd'hui, il aimerait comprendre comment fonctionne le scheduler. Parce qu'on sait déjà à quoi sert le scheduler. Il sert à ordonnancer l'exécution des goroutines. Alors les goroutines, c'est quoi? Ce sont les processus légers qu'on utilise en Go pour faire de la concurrence. Comment on s'en sert? On va regarder un petit exemple de code. Ici, on a la fonction principale de notre programme, qui est la fonction main, et elle fait un appel de fonction en le préfixant par le mot-clé Go. Ce qui fait que la fonction doSumWork va démarrer dans une autre goroutine qui va avoir la possibilité de s'exécuter en parallèle de la fonction main. Donc on voit que les goroutines, c'est facile à démarrer. Mais si la fonction main veut attendre que la fonction doSumWork ait fini son travail, eh ben, par exemple, elle va pouvoir utiliser les channels. Donc, elle va d'abord au préalable créer un channel, le passer à doSumWork et faire une opération de réception sur ce channel qui va être bloquante. Et quand doSumWork aura fini son travail, elle va faire une opération d'émission sur ce même channel, ce qui va débloquer la fonction main. Ça sert un petit peu de synchronisation entre l'exécution de nos deux goroutines. Ça ne sert pas qu'à ça. Plus généralement, ça sert à échanger des valeurs entre les goroutines. Et ça peut nous permettre du coup d'éviter d'utiliser de la mémoire partagée. Ça va nous permettre aussi, nous, en tant que développeurs, de coder un peu nos fonctions comme si c'était des processus monothreadés. On va écrire notre code comme s'il s'exécutait comme ça. Et de temps en temps, on va faire des opérations sur les channels. Bon, revenons un peu aux goroutines maintenant. Ce sont des processus légers, donc elles sont peu coûteuses. Elles ne consomment pas beaucoup de mémoire, elles sont rapides à créer et à détruire, et quand on les change de contexte, c'est rapide également. Donc on peut en créer plein. Et par tous ces aspects, elles vont être quand même assez différentes des threads, qu'on appelle aussi les thread systems ou les kernel threads. Eux, ce sont des processus lourds, donc ils vont consommer plus de mémoire, leur création et leur destruction va être coûteuse, et aussi, surtout, leur changement de contexte. Ils vont utiliser du partage de mémoire pour communiquer entre eux, donc des mutex pour protéger cette mémoire, et puis ils vont être ordonnancés directement par le système d'exploitation, alors que les goroutines sont ordonnancées par le scheduler. Alors lui, c'est quoi son job, du coup? Eh bien, son job, c'est de multiplexer m goroutines sur n threads. Mais il faut qu'il le fasse bien. Donc pour ça, il va avoir un certain nombre d'objectifs. Le premier, ça va être de ne pas utiliser trop de threads. S'il crée autant de threads que de goroutines, ça n'a aucun intérêt. Deuxième objectif, il faut qu'il puisse gérer beaucoup de goroutines, sans qu'il y ait de la contention, c'est-à-dire des goroutines qui n'ont pas assez de temps d'exécution. Et enfin, il faut qu'il utilise pleinement les ressources du système. Qu'on soit sur un Raspberry ou sur mon laptop ou sur un gros serveur avec 32 cœurs. Donc comment on fait pour savoir comment il fonctionne? Ok, Dr Gopher nous propose de le découper. C'est peut-être pas une bonne idée. On n'est pas en train de jouer à Dr Maboul non plus. Donc on va plutôt essayer de monitorer ce qu'il fait quand il exécute un programme. On va pouvoir monitorer les cœurs, qu'on va désigner par la lettre P. Ce ne sont pas nécessairement les vrais cœurs de la machine sur laquelle on s'exécute. C'est une représentation interne que le scheduler s'en fait. D'ailleurs, on va pouvoir tuner le nombre de P avec la variable d'environnement GoMaxProx.
Ensuite, on va monitorer les threads, qu'on va désigner par la lettre M. Et on va regarder quand est-ce qu'ils sont créés, quand est-ce qu'ils sont détruits, et quand est-ce qu'ils sont assignés à un P. Et d'ailleurs, la variable gomaxprox va limiter le nombre de M qui s'exécutent en même temps. Et enfin, on va monitorer les goroutines qu'on va désigner par la lettre G. Là aussi, quand est-ce qu'elles sont créées, détruites, et quand est-ce qu'elles sont exécutées par un M. Alors en pratique, comment ça se passe? Si on dit gomaxprox est égal à 2, on va avoir 2 cœurs, et chacun de ces cœurs va avoir une run queue, qu'on appelle aussi local run queue. C'est une file d'attente, en fait, pour nos goroutines. Elle va fonctionner en FIFO, donc first in, first out. Ça veut dire qu'on n'a pas de gestion de priorité. On ne peut pas dire telle goroutine est plus prioritaire que les autres. Ça n'existe pas. Ensuite, on va assigner des threads à nos cœurs, et ils vont pouvoir démarrer l'exécution tour à tour des goroutines qui sont dans la local run queue. Alors là, on a été un peu vite. On ne sait pas quand est-ce que le scheduler crée un thread ou comment ça démarre un programme en Go. Donc on va reprendre du début. On a P1 et P2, et dans la run queue de P1, on a la main goroutine qui attend, qu'on va désigner par gmain. Le scheduler va créer un premier thread M1, et ce thread va pouvoir démarrer l'exécution de gmain. Gmain va créer 2 nouvelles goroutines, G1 et G2. Elles vont être placées dans la run queue de P1. Donc là, déjà, c'est déséquilibré. Donc le scheduler va créer un deuxième thread M2. Et là, problème, parce que M2, sa run queue, elle est vide. Et effectivement, dans ce cas-là, M2 va avoir recours à une pratique pas tout à fait légale qu'on appelle le work stealing. Il va aller piquer, il va sélectionner une run queue au hasard et il va prendre la moitié de cette run queue pour la mettre dans la run queue de P2. Donc là, il n'a pas le choix, il n'y a que P1 qui a une run queue avec des goroutines. Il va donc prendre G1, la mettre dans la run queue de P2 et démarrer son exécution. Le but du work stealing, c'est d'équilibrer la charge entre les différents threads et d'éviter qu'il y ait des contentions sur un seul thread. Pendant ce temps-là, M1 lui va pouvoir alterner l'exécution de Gmain et G2. Bon, tout à l'heure, on a parlé des channels. Alors, qu'est-ce qui se passe si Gmain, par exemple, fait une réception sur un channel et que cette réception est bloquante? Par exemple, pour qu'on lui signale la fin de l'exécution de G1 et G2. Cette opération, elle n'est pas du tout bloquante pour M1. Donc, il va pouvoir simplement replacer Gmain à l'arrière de la run queue et continuer d'exécuter G2. Il va checker de temps en temps si Gmain est débloqué, mais voilà, ce n'est pas un problème. Supposons maintenant que G1 et G2 ont fini leur exécution. Du coup, le receive que Gmain avait demandé va se déclencher et elle va être débloquée et pouvoir continuer son exécution. On est quasiment dans la situation du début, à la différence que M2 n'a plus rien à faire. Et dans ces cas-là, voilà, il se met à tourner, il rentre dans un état qu'on appelle spinning thread. Ce qu'il fait, c'est qu'il cherche du travail. Il va voir, pour faire du work stealing, il va aller voir du côté du garbage collector s'il ne peut pas filer un coup de main. Il va aller voir du côté des appels réseau s'il n'y a pas du travail à faire. Et il va aussi aller checker la global run queue. En fait, on n'a pas que les local run queue des cœurs, on a aussi une global run queue. Pour l'instant, on va dire que le scheduler met dans cette global run queue les goroutines qui ont été un peu vilaines, pour les punir, quoi. Voilà. Donc le but des spinning threads, c'est d'éviter les changements de contexte inutiles pour les threads, parce que c'est coûteux. S'ils ne trouvent toujours rien à faire, est-ce qu'on le supprime? Non, toujours pas. M2 va être parqué pour pouvoir être réutilisé plus tard. Encore une fois, ça évite le coût de la destruction et de la recréation d'un thread. Supposons maintenant, on est comme au début là, Gmain recrée 2 nouvelles goroutines G4 et G5. Donc le scheduler va unpark M2, qui va refaire du work stealing et recommencer à exécuter des goroutines. Les channels, ok, on a vu que ce n'était pas bloquant pour les threads et tout, ce n'était pas un problème. Qu'est-ce qui se passe si on commence à faire des appels système? Tout ce qui est lié au système de fichiers, par exemple. Donc si Gmain demande à lire un gros fichier, cette fois, M1, lui aussi, est bloqué.
Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que si ça dure longtemps, ça peut devenir un problème. On a P1 en fait qui fait plus rien, il est inutilisé. Et bien dans ces cas-là, on a un thread un peu particulier qui s'appelle le sysmon, System Monitor, qui débarque, et lui il va faire ce qu'on appelle un end-off. Il va désassigner M1 de P1, il va créer un nouveau thread M3, et il va lui donner la run queue de P1. Qui va pouvoir du coup, M3 va pouvoir du coup démarrer l'exécution de G5. Donc le but du end-off, c'est d'éviter d'avoir des cœurs qui sont inutilisés. Oui, c'est ça. Alors on pourrait se poser la question là du GoMaxProx. On a dit qu'il était à 2 et là on a 3 threads. Mais c'est une limite qui s'applique qu'aux threads qui sont en cours d'exécution. Donc on a bien M2 et M3 qui s'exécutent, mais M1, lui, il est bloqué sur un appel système. Donc on respecte bien notre limite GoMaxProx. Et une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a besoin du sysmon pour faire le end-off. L'idée, c'est que avant de démarrer l'appel système, on ne sait pas très bien s'il va durer longtemps ou pas. Donc on ne peut pas demander à M1, par exemple, de s'auto-désassigner de P1 et de commencer son appel système ensuite. Parce que si l'appel système se termine tout de suite, en fait, voilà, c'était un end-off qui a été fait pour rien. Il aurait pu continuer à exécuter des goroutines tout de suite dans la foulée. Du coup, l'intérêt du sysmon, lui, il surveille un petit peu l'exécution des différents threads. Et quand il en repère un qui est bloqué sur un appel système pendant longtemps, là, il fait un end-off pour que ce soit plus rentable. Donc voilà, là on a fait le tour des gros principes, des gros mécanismes du scheduler Golang. Donc pour résumer, on a le work stealing qui permet de répartir la charge et d'éviter les contentions. On a les spinning threads qui nous permettent d'éviter les changements de contexte inutiles. Et le end-off qui nous permet d'éviter de sous-utiliser les ressources du système en fait. Donc on a bien rempli nos objectifs, pas trop de threads, gérer beaucoup de goroutines en évitant les contentions et utiliser les ressources du système au mieux. Alors what else? Il y a la Global Run Queue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là encore, c'est le sysmon qui s'occupe, quand il surveille l'exécution des threads, de repérer quand il y a une goroutine qui prend trop de temps d'exécution ou qui s'exécute pendant très longtemps, il va la sortir de la Local Run Queue et la placer dans la Global Run Queue pour éviter qu'il y ait des contentions au niveau du thread qui avait cette run queue, la local run queue où se trouvait la goroutine. Voilà, donc là j'ai fait le tour. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille le talk de Kavya Joshi, intitulé The Scheduler Saga. Elle fait la démarche pendant une demi-heure de concevoir le scheduler Golang en partant de zéro. C'est une très bonne speakeuse, c'est hyper intéressant. Voilà, je vous ai mis le petit QR code si vous voulez faire votre feedback. Merci à vous.